Donc vous voyez sur cette image que j'ai représentée, que j'avais publiée dans le Lancet à l'époque, eh bien on peut voir ces champignons-là représentent les virus, les bactéries, les archées, les eucaryotes. À l'époque il n'y en avait que 4, encore plus. Il y a une dominante dans leurs gènes, et puis des gènes ajoutés des autres mondes, et puis des gènes, contrairement à ce qu'on disait, bien sûr, il y a des gènes nouveaux qui apparaissent, qui se recomposent probablement avec des débris de gènes, si vous voulez, mais ça ne s'est pas arrêté. La création de gènes ne s'est pas arrêtée. En particulier, les virus créent des gènes sans arrêt. D'accord ? Donc, 1, c'est pas vrai que ça s'arrête. 2, ça se mélange. Et 3, la grande erreur de Darwin aussi, c'est parce qu'il y avait un conflit vraiment pour l'interprétation des fossiles. Et donc, Darwin disait il n'y a pas d'événement chaotique. Ça n'existe pas. La nature, il répète au moins 5 fois, hein, parce que les gens ne le lisent pas, qu'ils ne le savent pas, mais il répète au moins 5 fois, la nature ne fait pas de saut. Donc il n'y a pas de saut, ce qui est l'inverse de ce que disait Héraclite, c'est la foudre qui gouverne. D'accord ? Et bien sûr, il y a des sauts, tout le temps. D'accord ? Et donc, c'est ce qui explique que, t'entends. Alors comme nous, on ne comprend pas, on a toujours essayé de trouver une explication centrée sur l'homme. Hein, là maintenant, c'est bien possible que cette restriction considérable de biodiversité, qui est déjà arrivé au moins 2 fois, soit lié aux modifications d'écosystèmes que fait l'homme, parce qu'il a fait des modifications considérables de l'écosystème, c'est possible que ce soit tout simplement autre chose, c'est-à-dire le mécanisme évolutif d'événements chaotiques ou d'événements de baisse de la biodiversité, comme ça, qu'on n'a pas compris dans le passé, et qui permet en général l'émergence de nouvelles espèces. C'est-à-dire que on pense maintenant que si les grands sauriens, les dinosaures n'avaient pas disparu, il n'y aurait jamais eu de grands mammifères. Il n'y avait que des tout petits mammifères à l'époque, relativement peu. Hein. Et c'est à partir de la disparition des sauriens qu'on va voir l'explosion du règne des mammifères parmi les animaux visibles. Hein. Donc, en tout cas, c'est l'hypothèse actuelle. Et donc, si on applique, nous, nos hypothèses, par exemple, là, c'est un tupavirus, c'est un virus qui a été trouvé par notre collègue brésilien, qui a été analysé ici. Et donc, si on regarde la composition du génome de ce virus, donc c'était des choses qui étaient impensables avant les virus géants, c'est un truc entièrement nouveau, hein, eh bien, il est au bout d'un rhizome, lui aussi. C'est-à-dire qu'on voit des gènes qui sont très proches de mimivirus, très bien. On voit des gènes qui sont issus de champignons, d'autres qui sont issus de bactéries, et d'autres qui sont issus de métazoaires, c'est-à-dire de parasites. Donc c'est ça qui donne ces couleurs différentes. Donc les virus eux-mêmes, s'ils sont assez grands, dès qu'un organisme est assez grand, en réalité, il est composite, il est métissé. C'est une mosaïque. Et donc, là on voit, par exemple, quand on regarde les virus géants, eh bien, si on regarde, maintenant qu'on compare le rhizome des virus géants avec celui des bactéries, avec celui des archées, celui des eucaryotes, eh bien, on voit à chaque fois qu'en réalité, ce sont toujours des mosaïques. Il n'y en a aucun qui ait une origine unique, c'est pas vrai. C'est une leçon considérable qui devrait faire réfléchir, y compris dans nos rapports humains. On n'a pas une origine unique. Là, il y a des gens qui c'est plus ou moins vrai parce que ça conclut avec il y a beaucoup avec ce que nous avons actuellement. Donc il y a des gens qui font des séquences, en particulier il y a 23andMe qui a été le premier, enfin il y en a d'autres. Vous envoyez un peu de votre crachat, ils vous font des séquences et ils vous disent ce qu'il y a probablement de moins faux. Ils vous disent quelle est votre origine, votre proportion néandertale. Si vous le faites, vous verrez que c'est vrai. Ce que je vous dis, ça se voit tout de suite que vous êtes une néandertalienne. Et donc ce qui vient de Néandertal, ce qui vient de tel et tel endroit, ça c'est pas vrai, parce qu'en réalité, bien sûr, ça dépend de la librairie que vous avez, ça dépend du nombre de gens qui ont été testés. Bien sûr, c'est les valeurs statistiques, les valeurs statistiques, ça ne vaut que par l'échantillon que vous avez. Mais ce que l'on ne trouve que chez les Néandertals, ça on sait que c'est vrai. Est-ce que vous avez du Néandertal, est-ce que vous avez du Denisova, est-ce que vous avez... Voilà, ça on peut vous le dire. Et puis, surtout, ce qu'on va trouver, c'est que vous êtes une mosaïque, il y a des gens qui sont... il y a des gens qui sont extraordinairement surpris parce que quand ils font leur truc, ils se rendent compte qu'ils ont 25% de gènes qui sont ceux qui sont dominants chez les sémites, alors qu'eux ne savaient pas du tout. Ils n'avaient pas la moindre idée. Alors ça c'est dû au fait que dans la reproduction, il y a quelque chose, c'est devenu quasi tabou dans le XXe siècle, enfin vous savez que ça me trouble pas beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges génétiques qui sont faits d'abord par les viols. Dans l'histoire de l'humanité. Les viols ont joué un rôle absolument considérable. Si vous lisez l'histoire,
La matrilinéarité des Juifs. Pourquoi les Juifs disent que c'est la mère? C'est que au moment des invasions romaines, il y a eu tellement de viols que on ne pouvait pas éliminer les enfants des mamans juives parce qu'on ne savait pas qui était le père. Et donc on a dit, on va prendre la mère. Et ça date du 1er siècle, des guerres de Judée. Donc ça veut dire qu'à un moment, c'est un peu lucide. Quand vous êtes dans des situations comme ça, il y a probablement eu l'équivalent de ce qui s'est passé avec les Romains et les Juifs, avec ce qui s'est passé avec les Russes et les Allemands dans la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Le nombre de viols a été absolument inouï. Et les gens disaient, les Allemands qui sont nés en 45-46, la proportion de ceux qui sont russes est probablement colossale. Hein. Qui ont du sang russe d'origine, et peut-être on trouvera un jour du Denisova chez eux. Donc, le viol a été une chose très importante. Et puis, je m'excuse de dire ça, après, adultère aussi. Hein. Donc, il y a eu une époque, je ne sais pas si c'était vrai, parce que je ne crois pas qu'on ait eu de données chiffrées, mais avant, à l'époque où il n'y avait pas un contrôle des naissances c'était aussi facile, avec l'avortement, etc., avec la pilule, on estimait qu'il y avait à peu près 1 sur 10 des enfants qui étaient nés qui n'étaient pas du père qui était déclaré. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est exagéré, c'est probablement de cet ordre-là. Donc ça veut dire que vos origines théoriques et votre composition génétique n'est probablement pas exactement de même nature. Nous, on est revenu ensuite, on s'est beaucoup intéressé à la modification ou le rhizome des mitochondries. Alors les mitochondries, c'est ce qui permet de respirer aux cellules eucaryotes. Les cellules eucaryotes ne sont pas capables de respirer, de produire de l'énergie quand il y a de l'oxygène. Et donc pour pouvoir faire ça, et donc on sait que quand sont nés les eucaryotes n'ont pas du tout le même âge que les autres. Bien que vous voyez, quand on fait des branches, on les trouve à la même origine, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Les branches que l'on voit, on estime qu'elles ont entre 3 et 4 milliards leur origine. Mais les eucaryotes, tels qu'on les connaît, ils ont des mitochondries. Ces mitochondries sont issues de bactéries dont l'embranchement apparaît il y a 1 milliard d'années. Donc les eucaryotes ne peuvent pas être plus vieux qu'1 milliard d'années. Leurs ancêtres ont disparu. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas ce que c'est devenu. Donc il y a des mondes qui nous sont totalement inconnus. On ne peut pas aller plus loin que ça. Parce que ces bactéries qui sont rentrées, qui sont proches des rickettsia, encore une fois, c'est mes amis, leur ont apporté la manière de respirer. C'était probablement des bactéries intracellulaires strictes d'abord, et puis ensuite elles sont devenues symbiotiques, et en permettant à l'ancêtre des eucaryotes, ce qu'on appelle maintenant les proto-eucaryotes, ce qui est un faux terme, c'était pas des eucaryotes s'il n'y avait pas de mitochondries, hein, c'est pas possible. Donc, en tout cas, ce truc-là, cette cellule a intégré les bactéries qui lui ont permis de respirer, de vivre à l'oxygène, d'accord ? Et c'était la première rupture, si vous voulez, dans l'hypothèse darwinienne, c'était ça. Bien sûr, il n'y a pas d'ancêtre commun entre le noyau des eucaryotes et la mitochondrie. La mitochondrie, elle vient vraiment des bactéries. Le noyau, il vient de quelque chose d'autre qui a disparu. Donc c'est un événement qui a été un événement chaotique aussi. Donc tout ça, c'est profondément anti-darwinien. Et donc il y a là un transfert massif de gènes avec les mitochondries à l'intérieur de... Alors, tant qu'on était là, c'était avant la génomique, on s'est bien rendu compte que les mitochondries étaient d'origine bactérienne. Donc on dit, voilà, c'est une exception, mais je vous ai dit, quand les gens ont une exception, quand ça ne leur plaît pas de changer la théorie, oui, l'exception, ça confirme la règle, ce qui est le paradoxe le plus bête que je n'ai jamais entendu en science de ma vie. Hein. Toute exception détruit la règle. C'est la base de la réflexion logique. Et donc on regarde les mitochondries qui étaient les premières, et nous, encore une fois, c'est les bestioles que je connais très bien, ça, les mitochondries, c'est très proche de la rickettsia, je les connais très bien. Et donc on s'est amusé à faire le rhizome des mitochondries. C'est-à-dire, est-ce que c'est un événement unique ? Est-ce que c'est une exception ou pas du tout ? Eh bien la réponse, c'est pas du tout, c'est ce qu'on voit sur cette image, c'est qu'en réalité, les mitochondries, quand on les regarde dans les différents eucaryotes qui ont été testés, en réalité, sont toutes des mosaïques, qui se sont mélangées plusieurs fois avec des bactéries, en particulier les bactéries intracellulaires. Ce qui se comprend, c'est que pour échanger des gènes, ou pour échanger des séquences, comme on va le voir, c'est pas des gènes qu'on échange, c'est des séquences. Eh bien, il faut vivre au même endroit. Si on ne vit pas au même endroit, ce n'est pas possible. Donc, il faut que géographiquement, ce soit possible. Donc, les bactéries qui pouvaient donner des nouvelles séquences aux mitochondries, c'est les bactéries intracellulaires. Donc, c'est mes copines, je connais très bien. Donc, on a pu très très bien analyser ça et voir que toutes les mitochondries, en réalité, étaient des mosaïques
issu d'un rhizome complexe dans lequel il y avait plusieurs bactéries. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qu'on a appris, encore une fois, grâce à la génomique. Ce n'est pas un événement unique. Les mitochondries se sont construites petit à petit et elles sont différentes, bien entendu, de l'un à l'autre parce qu'elles n'ont pas rencontré les mêmes bactéries au cours de leur histoire évolutive. Et tout ça, c'est de l'échange. Et alors, du coup, très bien, à peu près, on commence à être d'accord sur ce qu'on appelle le transfert latéral de gènes, c'est-à-dire les gènes passent d'une bestiole à l'autre, et bien entendu, puisque tout le monde était d'accord, je n'étais pas d'accord, et donc j'ai démontré qu'on n'échangeait pas de gènes, pas du tout. On se donne des séquences. Parfois, dans cette séquence, il y a un gène. Parfois, il y en a 2, parfois, il y en a 3, parfois, il n'y a pas de gène, mais juste un petit bout. D'accord ? Et donc, on a regardé ça, là aussi, sur des bactéries que je connais bien, sur les Rickettsia. On a une Rickettsia qui s'appelle Rickettsia felis, qui a été le premier à isoler, le premier à séquencer, et qui est bizarre. Parce qu'elle ressemblait un peu à 2 groupes de Rickettsia, celle du groupe Rickettsia connori, je connais très bien, et puis celle du groupe Rickettsia prowazekii, je connais très bien aussi. Et on a, puisque les génomes ont exactement la même architecture, on peut regarder, dans chaque gène, on peut regarder d'où vient la séquence, chaque partie des séquences. Est-ce que ça vient d'un ancêtre ou est-ce que ça vient de l'autre ancêtre ? On a trouvé que cette bactérie était effectivement une métisse du groupe du typhus et du groupe de Rickettsia connori. Mais du coup, on a pu regarder dans le détail et on est allé jusqu'à regarder 50 bases par 50 bases. Au lieu de regarder juste les gènes ne regardaient que les gènes. Et si vous regardez que les gènes, vous passez complètement à côté des transferts de petits bouts. Nous, on est allé jusqu'à 50 bases. Maintenant, on pense qu'il y a des transferts, en particulier sur la poliomyélite, on pense qu'il y a des transferts de une base. Donc, 50 bases, et si vous regardez ce dessin, vous voyez que là, il y a la taille, et là, il y a le nombre. Et bien, vous voyez qu'à 50 bases, il y a une quantité incroyable d'échanges qui s'est faite. Et quand vous regardez, vous avez 3 gènes à la fois, ça s'est fait très très rarement. D'accord ? Alors, bien sûr, ça s'échange, et ensuite, pour que vous le retrouviez, donc ce n'est pas du transfert latéral de gènes, c'est du transfert latéral de séquences. Et le receveur va le garder ou pas. Si ça lui plaît, il le garde. Si c'est neutre, éventuellement, il le garde. Si ça ne lui plaît pas, au bout d'1, 2, 3 générations, ça va disparaître. Et sa capacité à accepter ou à refuser va dépendre de sa capacité à lire les gènes. Tous les êtres vivants n'ont pas la même manière de lire les gènes. Et donc, si ce n'est pas écrit avec le même langage, d'accord, eh bien, vous n'allez pas garder le gène parce qu'il ne vous sert à rien. Vous allez vous en débarrasser. D'accord ? Ça, c'est la manière, le code de lecture que nous avons. Nous, par exemple, on ne peut pas nous transférer n'importe quoi comme gène. Il y en a qui ne rentreront pas parce qu'ils ne sont pas compatibles avec notre code de lecture. D'accord ? Et donc, ça dépend de ça. Et du coup, quand on a regardé cette malheureuse Rickettsia felis, eh bien, on voit là le rhizome de Rickettsia felis. C'est incroyablement diversifié. Les sources de Rickettsia felis, elles sont... il y a des dizaines de sources de Rickettsia felis. Donc tout ce qu'on prenait pour des organismes uniques évoluant au bout de quelque chose sont des mosaïques complexes. Et donc il y a des phénomènes qui sont complexes. Et moi, là aussi, encore une fois, j'ai essayé de transformer ça en quelque chose de compréhensible, à partir en particulier des réflexions de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss avait... je partage beaucoup de ces idées, avait une neutralité vis-à-vis, plutôt une bienveillance vis-à-vis des différents types de cultures. Et y compris, il s'est beaucoup intéressé au cannibalisme, qui était un truc vraiment tabou. Les grands trucs qui ont été tabous dans notre civilisation, c'est d'abord pas de cannibalisme et ensuite pas de sacrifice humain. Et la fin des sacrifices humains, c'est le XXe siècle, c'est la fin de la peine de mort. La peine de mort, c'est un sacrifice humain. Donc la population se réconcilie en faisant disparaître un monstre. Voilà, pour moi, en tout cas, c'est un sacrifice humain. Et donc, mais le cannibalisme a existé à peu près partout. Il réapparaît quand les gens meurent de faim, qu'ils n'ont rien d'autre à manger, y compris les Européens. Donc, vous vous rappelez cet avion chilien qui était le truc où ils ont bouffé les cadavres. Mais le cannibalisme, ce qu'expliquait Lévi-Strauss, c'est que le cannibalisme avait une signification. C'est pas juste alimentaire. Le cannibalisme a une signification, c'est-à-dire que quand on mangeait quelqu'un, on mangeait sa force, éventuellement son intelligence, on mangeait le cerveau, ce qui a donné, c'est comme ça qu'on a compris le gourou, la maladie de la vache folle, c'est parce que en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils mangeaient le cerveau des morts pour prendre leur force.
Et après, simplement, dans le cerveau, il y avait les prions, et après, ils devenaient gâteux, et donc les autres les remangeaient. Et donc, ça entraînait la même chose qu'on a fait avec la maladie de la vache folle. Les Anglais ont dû vouloir voir si c'était vrai, cette histoire de prions, et donc ils ont foutu la maladie de vache folle, abattu, je ne sais pas combien de bestioles, tout ça, parce qu'ils faisaient manger aux vaches. Ils avaient rendu les vaches cannibales, ce qui est idiot, il ne faut pas le faire. Donc, il faut se souvenir de ça, les herbivores. Ces herbivores, il faut éviter de les rendre cannibales, c'est idiot. Voilà. On le savait d'ailleurs, hein, en particulier avec, si on met les débris osseux, la moelle osseuse et puis les tissus nerveux, c'est là que se multiplient les prions. Il vaut mieux éviter de manger ces parties-là. Mais alors c'est très intéressant parce que du coup, quand il dit ça, il dit une chose, c'est il faut manger pour prendre la force de l'autre. D'accord ? Et donc ça, c'est un peu... Là aussi, j'ai ressorti une histoire de Alice au Pays des Merveilles sur Eat Me Cake. Donc Alice a ses champignons ou ses gâteaux qui permettent de grandir, de diminuer, de grandir, de diminuer. Et donc c'est comme ça qu'elle s'adapte au monde dans lequel elle vit. Des fois, elle a besoin d'être petite pour passer par une porte. Des fois, elle a besoin d'être grande parce que sinon, elle se fait attraquer par les rats ou les mulots. Et donc, on a un exemple de cannibalisme qui est très intéressant, puis je vais essayer de le décliner, c'est celui des koalas avec le sida des koalas. Donc il y a eu un sida des koalas, MST aussi, maladie sexuellement transmise, qui commence à dévaster les koalas, et il y avait 2 colonies de koalas qui étaient installées en Californie, une à San Diego, une à San Francisco, et on en voit une qui est en train d'être décimée, l'autre non. Et c'est pareil, hein, c'est très proche de l'HIV, ça vient du singe vert, c'est une transmission, c'est un changement d'hôte, c'est sexuellement transmis. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, les rétrovirus ne peuvent pas se multiplier par eux-mêmes. Ils ont besoin de rentrer dans un hôte qui a de l'ADN, d'être transformé en ADN. Ils rentrent à l'intérieur, donc par une transcriptase inverse. Normalement, le cycle le plus commun, c'est on passe de l'ADN à l'ARN. Dans un certain nombre de cas, il faut pouvoir. Mais l'homme en a. Là aussi, c'est une grande bêtise que j'ai entendue par la Société d'infectiologie qui a dit qu'il n'y a pas de rétrotranscription chez l'homme. Ça, c'est ce qu'on pensait jusqu'en 85. Mais depuis 85, les cours n'ont pas dû arriver jusque parce que on sait que chez l'homme, ça existe. En particulier dans le cerveau, ce par quoi ça passe, ça s'appelle LINE, L-I-N-E, eh bien, particulièrement représenté dans le cerveau. Donc on peut rétrotranscrire de l'ARN chez l'homme. C'est le faire. Alors qu'avant, ce qu'on appelait les rétrovirus, c'est parce qu'on pensait qu'il était impossible de passer en sens inverse. D'accord ? C'était un sens unique, c'est pas un sens révertible. Donc, mais bien sûr, HIV, c'était l'inverse, c'était un rétrovirus. Et ce rétrovirus s'intègre dans le génome, et le génome, hop, le transcrit et le retransforme en ARN qui fait des virus, hop, et puis ça continue comme ça. Mais ce qui s'est passé avec les koalas, ça nous a expliqué pourquoi on avait tellement de rétrovirus qui étaient intégrés et pourquoi vous avez fait un placenta. C'est que dans un certain nombre de cas, le virus qui est pathogène s'intègre et il est inactivé. Il arrête d'être pathogène, mais il reste là. Et quand il reste là, pour une raison qui n'est pas encore claire, en tout cas pas pour moi, eh bien il empêche l'infection par ce même virus. Maintenant, il considère qu'il est propriétaire des cellules du koala, et donc les autres, si le koala est resoumis à une infection par ce même rétrovirus, il ne sera pas infecté. Et il transmet ça à ses enfants, donc il y a une génération de koalas qui sont maintenant entièrement résistants au virus du sida du koala. Il est possible que ça se soit passé comme ça si le virus du sida avait continué à évoluer chez les humains. Il est possible que, dans un cas sur 10 millions, il y ait une neutralisation, une transmission transovarienne qui aurait amené à créer une population naturellement résistante au sida. Enfin, si c'était passé, ce serait passé par un goulot d'étranglement absolument colossal, où la plus grande partie de la population serait morte. Donc, ça existe, cette notion du cannibalisme, et donc, mais pour pouvoir lutter contre ce virus, il faut avoir déjà cannibalisé un virus, de manière à ce que la mémoire que vous avez intégrée dans votre génome vous permet de le reconnaître quand il revient et de le tuer. D'accord ? Donc, c'est la résistance par cannibalisme. On a fait une revue qui m'a beaucoup amusé sur le cannibalisme qu'on a fait avec Christian Deveau, sur le cannibalisme comme mécanisme immunitaire chez les eucaryotes. On a trouvé, bien entendu, il n'y a pas que nous qui sommes intéressés à ça, le
le grand prix Nobel sur les ciseaux génétiques, les CRISPR, c'est la même chose, mais décrite chez les bactéries. Chez une bactérie, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une zone qui lui permet, qui s'appelle le CRISPR, qui lui permet, dans lequel il y a une enzyme qui est une nucléase, qui va couper l'ADN, mais dans cette zone, au milieu de cette zone, elle a l'empreinte de son ennemi. Ça a commencé probablement par les bactériophages, c'est-à-dire les virus qui infectent les bactéries et qui les tuent. Donc il y en a qui ont réussi à manger le bactériophage, à l'intégrer dans son génome, et maintenant, elle peut, avec ce système, s'il y a un autre bactériophage, même nature qui l'attaque, elle va le reconnaître, puisque ça y est, elle a son empreinte, elle va le reconnaître, et les ciseaux, la nucléase, va couper le bactériophage quand il va essayer de s'intégrer. D'accord ? Et donc ça, c'est un mécanisme de défense naturelle qui a été développé. Donc le plus bel exemple, c'est le CRISPR. Mais il est vraisemblable que les milliers de rétrovirus que nous avons dans notre corps, il s'est passé la même chose, ils ont été neutralisés, dont celui qui fait le placenta. Il y en a un qui est un des éléments essentiels de l'embryogénèse, la formation des embryons, qui fait la différence entre le gorille et nous. Donc il y a un rétrovirus qui est surexprimé pendant l'embryogénèse, pendant que l'embryon se fait, et qui n'existe pas chez les gorilles. Donc il est vraisemblable qu'une des grandes différences entre les gorilles et nous, ça a été l'acquisition de les grands singes en général et nous, ça a été l'acquisition de ce rétrovirus. Et donc nous, bien entendu, comme à chaque fois on a notre virus, on a regardé à chaque fois ce qu'il y avait, on avait trouvé les virophages, l'équivalent des bactériophages pour les virus, et puis ensuite on a trouvé le mécanisme de défense qu'on appelait mimivir, qui est pareil, c'est-à-dire que les mimivirus qui sont résistants à un type de virophage ont les séquences de ce type de virophage intégrées à côté d'une zone qui est une zone de nucléase. Bon, c'est pas exactement le même mécanisme que les CRISPR, mais c'est quelque chose d'équivalent, en tout cas on l'a décrit comme ça. Donc là, le cannibalisme est une des bases de la défense pour reconnaître son hôte. Les hommes ont fait ça pour prendre leur pouvoir, mais là c'est ce que vous faites, vous prenez le pouvoir de les reconnaître qui vous permet de le dévorer.